Bien sûr, l'automédication est un problème soulevé par Internet, par exemple, parce qu'aujourd'hui, les individus ont accès à toute une source d'informations sur leurs propres symptômes. Et très souvent, ils vont voir le médecin avec une pile de références que le médecin ne connaît pas toujours. Et il y a une expertise populaire qui se développe à travers tous les sites d'Internet qui en font maintenant un marché d'information éthique extrêmement problématique pour des raisons, plusieurs raisons. La première, c'est l'origine, d'où vient l'information, qui c'est qui la diffuse, est-ce sont des experts ou non, l'obsolescence de l'information qui est diffusée, est-ce qu'elle date d'hier ou d'aujourd'hui, parce que sur Internet, on ne sait pas quand l'information est mise en ligne, pas toujours. Et donc cette question d'obsolescence peut entraîner des problèmes particuliers. Il y a aussi la publicité sur les médicaments qui donne des informations sur ce qui peut être utilisé. Et il y a tout le détournement des médicaments qui font partie de dérégulation localisée, de l'utilisation d'amphétamines, par exemple le Ritalin, l'oxycodone, tous des médicaments qui sont utilisés comme drogue pratiquement et qui ont des effets d'addiction et d'accoutumance particuliers. Et il y a le fait que les jeunes vont recourir à des forums de discussion, c'est ma collègue Christine Toer qui les a bien analysés, à des forums de discussion pour voir comment transformer ces médicaments pour en extraire les effets sur la conscience et comment les mélanger de façon à obtenir des effets, potentialiser les effets et faire en sorte que on atteint des highs, mais sans tomber dans des comas et autres. Donc des modulations très fines de ces expériences-là. Et dans ces sites de discussion, on retrouve maintenant d'une certaine façon pas seulement des experts, mais des experts expérientiels qui partent de leur expérience pour orienter, donnent des conseils aux autres personnes, des médiateurs qui vont dire aux gens comment moduler leur utilisation pour ne pas tomber dans des essais entre guillemets sauvages, mais de maintenir une balance de ce point de vue-là. Donc là, on s'aperçoit aussi que le médicament devient hybride, c'est-à-dire qu'il est transformé, concocté, mélangé pour donner des cocktails qui peuvent être extrêmement problématiques. Alors, de ce point de vue-là, Internet est un amplificateur de ces processus-là. Non seulement il les délocalise, mais il transmet des informations auxquelles les individus ne vont pas penser automatiquement lorsqu'ils prennent un sirop, par exemple, contre la toux, de savoir qu'il y a une substance, en la faisant chauffer, qui va amplifier les effets sur la conscience de l'individu. C'est des nouvelles drogues. D'une certaine façon, le médicament devient une drogue qui échappe à tout statut, entre guillemets, religieux qu'on pouvait lui donner, et où l'observance n'obéit plus à la prescription en bonne et due forme, mais obéit à des modalités personnelles et des itinéraires personnels tout à fait particuliers. Ce phénomène-là montre qu'on est rentré dans une ère de consommation et de consommation tout à fait particulière. Donc ça met en relief Internet. Alors c'est un autre thème que j'ai travaillé avec une équipe de 3 points de vue. Le premier point de vue, c'était
de voir quelle était la fonction d'Internet dans la transformation du champ relationnel entre les individus. Le deuxième thème, c'était le thème de l'utilisation d'Internet dans le champ de la santé des LGBT. Et le troisième thème, la question de l'éthique, des enjeux éthiques liés à Internet, dont j'ai déjà parlé un petit peu. Donc par rapport à la première thématique, c'est évident que Internet a transformé les modalités des relations interpersonnelles à travers le développement des sites de rencontres, donc qui à la fois locaux et internationaux. Alors avec une étudiante, Catherine de Pierrepont, on a fait une étude sur les sites de rencontres sur Internet en mettant en relief 3 dimensions. La première dimension, c'est la façon dont Internet constitue un nouveau champ de régulation des normes de rencontres. Donc on a fait une étude des sites qui donnent des prescriptions normatives à la façon dont on doit se présenter, se mettre en évidence dans les sites Internet et quelles stratégies sont les plus favorables à la possibilité de rencontres fructueuses. Deuxième, on a étudié sur des sites les profils tels qu'ils étaient présentés. Qu'est-ce qu'on met en relief dans la présentation de soi? Et on s'aperçoit que ces représentations s'inscrivent dans des représentations de la modernité, c'est-à-dire toute la dimension affective est mise en relief. C'est, pour reprendre les catégories sociologiques de Giddens, on recherche la relation pure, c'est-à-dire une relation qui est basée vraiment sur l'affectivité, la quête du bien-être à travers la bonne chair, les bons vins, les loisirs. Donc il y a toute une dimension, comment dirais-je, du bien-être affectif et relationnel, sans trop mettre en relief les contraintes auxquelles que les individus peuvent rencontrer. Et un deuxième élément qui est ce que de Saint-Gly appelait l'individualisme relationnel, c'est-à-dire le fait que les individus veulent avoir ces expériences dans une relation affective particulière. Et ils vont donc chercher à maximiser les représentations qui montrent que sont des individus qui ont développé une croissance personnelle, qui sont réalisés et qui ont besoin du gâteau, de la cerise sur le gâteau, pour enfin atteindre à cette harmonie intéressante. Et ce sont vraiment des valeurs postmodernes qui sont mises en relief dans cette perspective-là, c'est-à-dire la quête de la personne qui va faire en sorte que le summum du bien-être va être atteint, ce qui, dans la réalité, n'est souvent pas le cas. Donc c'était vraiment une analyse intéressante de ces enjeux-là, qui avaient été précédés par des enquêtes sur l'utilisation d'Internet et des risques face au VIH chez les personnes gays. Donc on a étudié des groupes homosexuels francophones et anglophones à partir d'entrevues, donc du qualitatif mais aussi du quantitatif, pour dégager un petit peu les stratégies qui sont utilisées dans le rapport avec Internet, les sites de rencontres, et les risques, pour s'apercevoir qu'il y avait deux modèles qu'on a définis comme les explorateurs et les profilers, les profileurs. Il y a des individus qui sont ouverts aux expériences de rencontres
sans avoir un profil particulier, donc au registre plus large, et ceux qui recherchent un type particulier de partenaire, d'expérience. Donc, c'est les deux grandes modalités d'accès à Internet, avec le fait que lorsqu'il passait du virtuel au présentiel, donc dans la réalité effective, il y avait des enjeux de sécurité, des enjeux de risque qui étaient considérés sur ces sites, et des personnes qui rencontraient, qui modulaient de façon plus ou moins positive la relation qui surgissait à partir d'Internet, avec une dépendance souvent présente pour certaines personnes qui dépendaient d'Internet pour l'accès à des expériences, des expériences sexuelles. Ce qui nous a amené à travailler plus récemment sur les usages d'Internet et santé. Dire en quoi les LGBT utilisaient Internet comme source d'information, de soutien social et d'accès à des services qui pouvaient qui pouvaient être limités dans la réalité. Donc on a fait une étude quantitative pan-canadienne où on est allé voir les usages d'Internet, les usages santé et les répercussions de ces usages santé sur les individus, mais en travaillant à la fois sur les populations, sur les sites. On a fait une analyse, une cartographie des sites d'Internet avec leur contenu santé, et en interrogeant par entrevue et par questionnaire les responsables des sites pour vraiment comprendre l'articulation qui pouvait exister entre les offres de services, les demandes de services et les impacts de ces utilisations des services sur les individus, pour montrer la diversité des usages dans les sphères à la fois de santé mentale, de santé physique, de relations familiales, de relations interpersonnelles et de estime de soi et développement personnel. Et montrer comment Internet avait vraiment une fonction de régulation sociale extrêmement importante dans l'accès à des informations particulières, et comment ces informations étaient utilisées par les individus dans leur entourage familial, professionnel, et dans leur entourage avec les médecins et les intervenants en santé qu'ils pouvaient rencontrer. Donc on a développé à partir de ça un groupe de recherche, un regroupement qui porte sur Internet et santé dans le cadre des travaux qui sont réalisés par le réseau de santé des populations qui est financé par le FQRSC. Et on a créé un site qui s'appelle Internet Santé, qui est ouvert aux chercheurs, aux personnes qui sont intéressées, dans lequel on travaille cette thématique de façon beaucoup plus large. Au niveau méthodologique, on a créé un bottin de chercheurs pour mettre en réseau les individus. On donne des séminaires, on organise des colloques qui mettent en relief ces enjeux-là. Et on a, avec Christine, on a coédité un collectif international sur les enjeux d'Internet et santé, qui comprennent, s'appelle Internet et santé, agents, acteurs et appropriation, dans lequel on a fait la synthèse des travaux qui ont été réalisés dans le domaine de Internet et santé depuis l'utilisation par des groupes, les communautés de pratique, les modes de communication dans le domaine de la toxicomanie, dans le domaine des groupes minoritaires, dans l'ensemble des domaines. Donc c'est une brique assez considérable
qui fait le point sur tous les enjeux à la fois théoriques, méthodologiques, empiriques et éthiques de l'usage d'Internet et santé, qui devient une sphère considérable de recherche, un hyperespace qui est en train de transformer les liens, les modes de communication entre médecins et patients, l'accès aux informations en mettant en relief la présence de savoir experts, de savoir populaires, de savoir expérientiels qui s'entrecroisent et qui se font et se défont très rapidement, puisqu'il y a des modifications d'Internet avec le développement des nouveaux outils de plus en plus segmentés qui permettent vraiment d'avoir accès à des savoirs très vastes et des forums de discussion. Donc il y a toute une réorganisation, à notre avis, du champ de santé qui est en train de se faire. Et on pense donc de ce point de vue-là que ça devient un enjeu majeur des politiques de santé contemporaines et qui pose des enjeux éthiques considérables à cause de qui font ces sites, quelles sont les visées commerciales en dessous de ces sites, les enjeux de la validité des informations qui sont données, les enjeux de l'obsolescence, les enjeux de la confidentialité, les enjeux de la commercialisation de ces informations-là. Donc il y a des enjeux considérables qui sont soulevés dans ce contexte-là. Et on a édité aussi un livre aux presses de l'Université du Québec qui s'appelle Internet et minorités sexuelles, où on est allé chercher les expériences qui ont été réalisées à travers le Canada, qui utilisent Internet comme moyen d'intervention pour mettre en relief l'intérêt d'Internet pour l'amélioration de la santé des individus, mais aussi Internet comme outil de recherche contemporain et comment Internet peut améliorer la recherche communautaire en donnant accès à des outils d'évaluation, à des outils de collecte des données intéressantes. On a organisé un colloque là-dessus en invitant les spécialistes canadiens par rapport à ces questions. On a organisé 2 journées d'études où on a mis en relief les expertises et les enjeux dans ce domaine, en particulier le manque de financement et la question de la formation éthique nécessaire pour avoir des sites qui soient des sites corrects de ce point de vue-là. Donc Internet, à mon avis, malheureusement, ce n'est pas encore un champ qui a été apprivoisé, pour reprendre un mot comme cela, apprivoisé suffisamment par les anthropologues. Et moi, j'ai fait une analyse des cours qui étaient donnés dans les différents départements d'anthropologie sur Internet, et il y en a relativement très peu. Donc, ce qui veut dire que c'est un champ qui est quand même, dont les dimensions culturelles et anthropologiques sont évidentes et ethnographiques sont évidentes, et laissé à d'autres domaines, sociologie, communication et autres, alors que je crois qu'à la fois en tant que champ de recherche, comme terrain et comme perspective méthodologique, il y aurait des éléments très intéressants à les creuser. Au niveau méthodologique, d'une part, parce qu'il y a tout le champ du cyberespace, des réseaux, qui ne sont plus des réseaux locaux, mais des réseaux vraiment délocalisés, de l'utilisation de l'impact d'Internet sur des populations extérieures. Par exemple, on s'est aperçu que des jeunes gays d'autres pays utilisaient les ressources locales du Québec pour s'informer des enjeux touchant l'homosexualité qui sont interdits dans leur pays. Donc, Internet devient un mécanisme, un moyen d'acculturation, mais en même temps de conflits et de tensions importantes, parce que ça accélère le processus de changement, mais cette accélération des processus de changement locaux ne s'accompagne pas du développement des services locaux
ou de la reconnaissance de leurs besoins locaux. Donc, ce qui fait que les individus sont pris à vivre des tensions complexes qui les mettent en porte-à-faux par rapport aux communautés locales. Et donc, il y a là-dedans toutes des analyses de l'impact, de l'amplification qu'entraîne Internet sur l'accélération des changements sociaux pour certaines communautés ou certains groupes. Et ça, dans la compréhension des phénomènes locaux, très souvent, on ne tient pas compte de cet hyperespace sur les enjeux locaux. On les ignore très souvent dans les travaux anthropologiques, alors qu'ils ont un rôle significatif qui va être accéléré par les nouveaux outils, par le développement des téléphones cellulaires et autres, qui est en train de changer les outils, les modes de relation, où chaque individu devient de plus en plus autonome par rapport à cela. J'ai lu un article très intéressant sur l'utilisation, la façon dont les jeunes Mauritaniennes détournent les modes de rencontre habituels par l'utilisation du portable, où ils défont la ségrégation qu'on leur impose et trouvent des moyens de se rencontrer, d'échanger et donc d'entrer en relation de façon différente. Et de ce point de vue-là, le gros enjeu que moi je vois personnellement, c'est le fait qu'on n'a pas d'observatoire pour analyser ces transformations qui se font aussi rapidement. D'autant qu'on a des outils à notre disposition avec Internet qui sont en train de transformer les méthodologies, que ce soit des grandes enquêtes internationales qui peuvent être faites par des anthropologues, des entrevues sur Internet, les méthodologies d'analyse de grandes banques de données qui peuvent permettre de faire émerger des nouvelles tendances, des nouveaux enjeux culturels, les hybridités, les rencontres, les reprises, les transformations. Tout ce champ-là d'Internet m'apparaît être important et central pour les modèles théoriques que les anthropologues développent et qui, dans les modèles écologiques, par exemple, ne sont pas du tout encore suffisamment considérés. Alors, pour moi, c'est vraiment vraiment une frontière, une nouvelle frontière à aller, que les anthropologues devraient analyser, c'est un peu le Far West, mais dans le Far West, il y a des choses intéressantes à aller voir et à explorer. Et peut-être que faire une analyse des travaux qui ont été faits par les anthropologues contemporains, une synthèse là-dessus pourrait être intéressante pour renouveler ou développer des nouvelles problématiques, des nouveaux débats entourant ce qu'on peut appeler la technologisation des relations interpersonnelles qui affectent les individus à tous les niveaux.